Élèves de première S, bonjour, voici une nouvelle leçon sur les interactions fondamentales. Alors vous devrez étudier les particules élémentaires, électrons, neutrons, protons, que vous connaissez déjà, la charge élémentaire que l'on note petit e, et les interactions fondamentales qui sont au nombre de 4, interactions fortes, faibles, électromagnétiques et gravitationnelles. On attend de vous que vous connaissiez l'ordre de grandeur des valeurs des masses d'un nucléon et de l'électron, que vous sachiez que toute charge électrique peut s'exprimer en fonction de la charge élémentaire E, et que vous sachiez associer à chaque édifice organisé là où les interactions fondamentales prédominantes. Voyons donc que les particules élémentaires, les atomes, les molécules et, vous voyez, j'ai mis 3 petits points. Alors, vous connaissez tous le proton que je représenterai toujours dans cette leçon comme un petit rond rouge, le neutron, un petit rond jaune, et ce sont des nucléons. On les appelle comme ça car ils se trouvent dans le noyau. Et puis l'électron que nous représenterons comme ça par un petit rond vert. Et nous nous intéressons tout de suite aux masses de ces particules. Alors, la masse d'un proton, c'est à peu près la même chose que la masse d'un neutron, et nous dirons que la masse d'un nucléon, c'est 1,67 10 puissance moins 27 kg, autrement dit, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 27 kg. Évidemment, c'est très très faible. La masse de l'électron, c'est 9,1 10 puissance moins 31 kg. C'est encore bien plus faible. Nous avons ici un ordre de grandeur de 10 puissance moins 30 kg. Quant aux charges, sous-entendu électriques, eh bien nous avons une charge du neutron qui est nulle, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le neutron, car il est électriquement neutre, et la charge du proton qui vaut moins la charge de l'électron et que nous notons petit e, la charge du proton petit e, c'est ça la charge élémentaire, elle vaut 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Petit e, c'est la charge élémentaire au sens où on ne peut pas la diviser, c'est-à-dire qu'on a une charge petite e, on ne peut pas envisager une charge par exemple la moitié de e ou le quart ou tout ce que vous voulez, on ne peut pas la diviser. En conséquence, une charge quelconque que nous notons Q sera toujours un multiple entier de la charge élémentaire. Alors vous voyez ici des nucléons, des neutrons et des protons, et ils vont s'associer pour former un noyau. Le processus que vous voyez ici, ce n'est pas du tout le processus tel qu'il se produit réellement, c'est très symbolique. Le vrai processus est très long, il prend des milliards d'années au sein des étoiles. Mais bon, on simplifie à l'extrême. Nous avons donc un noyau maintenant, un noyau d'atomes. Donc autour de ce noyau, on va avoir maintenant des électrons que nous représentons comme ça par ce qu'on appellerait un nuage électronique, c'est-à-dire que ce nuage est là pour nous dire qu'il y a des zones où on peut avoir beaucoup de chances de rencontrer l'électron, celles qui sont plus foncées, vous voyez ici, et des zones où au contraire c'est plus clair, donc on le rencontre moins souvent. Alors si on pouvait suivre un électron, ce qui n'est pas possible, mais si on pouvait suivre un électron particulier, eh bien on le verrait tantôt là, tantôt ailleurs, comme ceci, vous voyez. Bon. Et là, si vous regardez, il va plus souvent dans la zone plus foncée. Si vous avez l'impression de voir plusieurs électrons en même temps, c'est parce que vous avez une persistance rétinienne. Mais actuellement sur l'écran, il n'y a toujours qu'un seul électron à la fois. Le même, puisqu'on a dit qu'on suivait un électron. Bien sûr, ceci n'est pas possible en vrai, hein. C'est une image. Ensuite, les atomes s'associent pour faire des molécules, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Alors on va faire un petit exercice, on va comparer la masse d'un nucléon avec la masse d'un électron. Je vous rappelle que pour comparer, on fait un rapport. On calcule le rapport donc en mettant le plus grand au numérateur. Si on met le plus petit, ça marche aussi, mais il vaut mieux mettre le plus grand.
Donc ici, le plus grand, évidemment, c'est la masse du nucléon que je divise par la masse de l'électron. L'application numérique me donne 1835. Comme je veux avoir une idée grossière, je dis que c'est à peu près 1800. Et si je veux une idée encore plus grossière, je dis que c'est 2000. Et donc, ce 2000 évidemment ou ce 1800 n'a pas d'unité puisque je divise une masse par une masse et je dois faire ensuite une petite phrase de conclusion. Par exemple, je dis qu'un nucléon, qui est donc un neutron ou un proton, c'est environ 2000 fois plus lourd qu'un électron. C'est intéressant de retenir ça parce que ça donne une bonne idée. 2000 fois plus lourd. Pour vous donner une idée plus concrète, vous prenez une boule de pétanque qui fait environ 700 grammes, une balle de ping-pong qui fait 2,7 grammes, et bien quand vous les mettez chacune dans une main, vous sentez bien une grande différence. Et bien pourtant, on est bien loin du compte puisque le rapport fait seulement 260. On n'est pas arrivé à 1835 si vous voulez. Donc c'est vraiment énorme la différence entre la masse d'un nucléon et la masse d'un électron. Alors maintenant nous allons parler de l'interaction gravitationnelle. La loi de Newton. Alors, en un point A, je considère une masse MA et en un point B, une masse MB, distante de petit d. B exerce sur A une force que je note F indice B vers A, donc force que B exerce sur A, et je fais la même chose pour l'autre force, et je m'aperçois que chacun exerce sur l'autre une force pour l'attirer vers lui, car les forces gravitationnelles sont toujours attractives. Les forces ont même norme, elles sont opposées. Donc je note en norme que FAB c'est égal à FBA, puisqu'elles ont même norme, et vous avez appris en seconde que la norme c'est la constante gravitationnelle grand G multiplié par le rapport entre le produit des masses, MA fois MB, sur la distance au carré. Voilà, ça c'est très important, c'est la loi de Newton. Les forces se mesurent en newton, les masses en kilogrammes, et la distance ici au carré en mètres carrés. Petit exercice, en quelle unité se mesure G, la constante gravitationnelle? Eh bien, si vous avez des newtons ici, il vous faut des newtons à droite, donc il faut ici des newtons, kilogrammes moins 2, mètre 2. Voilà. La constante universelle de la gravitation, c'est 6,67 10-11, l'unité qu'on vient de trouver, et vous remarquerez qu'à cause du 10-11, cette constante est extrêmement faible. Les forces gravitationnelles sont toujours attractives, leur portée est infinie. Si vous avez une galaxie là-bas très loin, eh bien elle attire une autre galaxie qui est très loin là-bas, à l'infini. Maintenant nous parlons de l'interaction électromagnétique et de la loi de Coulomb. En un point A, je considère une charge électrique QA et en un point B, une charge électrique QB. Ces charges électriques sont distantes de petit d. Eh bien, la charge QB exerce une force sur la charge QA, que je note comme ceci, et inversement pour la charge QA qui exerce une force sur la charge QB. Ces forces sont opposées et elles ont même norme. Ce qui va différer de l'interaction gravitationnelle, c'est que maintenant les forces peuvent aussi être répulsives. Et nous avons norme de la force que A exerce sur B égale norme de la force que B exerce sur A. Et la loi de Coulomb dit que c'est une constante K multipliée par le rapport entre le produit des valeurs absolues des charges divisé par la distance au carré. C'est normal que je multiplie des valeurs absolues parce qu'une norme c'est toujours positif. Voilà la loi de Coulomb. Alors évidemment les forces sont en newton. Une charge c'est en coulomb, voilà. La distance au carré est en mètres carrés. Petit exercice, en quelle unité faut-il mesurer K? Eh bien tout simplement, j'ai des newtons, je veux des newtons, donc il me faut des newtons, coulomb moins 2 mètres carrés. K
c'est ceci, c'est 9 10 puissance 9 l'unité qu'on vient de trouver, et vous remarquerez que contrairement à la constante gravitationnelle qui était en 10-11, nous sommes ici en 10 puissance 9, donc l'écart est énorme. Les forces donc sont attractives ou répulsives, et ça c'est une nouveauté par rapport aux forces gravitationnelles. Leur portée est infinie comme pour les forces gravitationnelles. Et il y a une chose qui est remarquable, c'est que l'expression de la loi de Coulomb ressemble beaucoup à la loi de Newton. Au lieu de G, on a K, au lieu du produit des masses, on a le produit des charges, et on divise toujours par la distance au carré. Enfin, ces forces sont très supérieures aux forces gravitationnelles, mais là il faut être prudent, dans certaines conditions, par exemple de façon générale on va dire, mais il faut faire attention, il faut comparer des choses comparables. Alors faisons un petit exercice avec donc l'atome d'hydrogène. Dans un atome d'hydrogène, la distance moyenne électron-proton est 0,53 10 puissance moins 10 mètres, et pour ceux qui connaissent, ça fait 0,53 angstrom. Le A avec un petit rond, c'est angstrom, ça veut dire 10 puissance moins 10 mètres. Comparer les forces gravitationnelles et électromagnétiques s'exerçant entre l'électron et le proton, donc dans l'atome d'hydrogène. Et bien pour comparer, on fait un rapport, on pense que peut-être la force électromagnétique sera plus importante, d'après ce qu'on vient de dire juste avant, et donc on calcule ce rapport. Alors on écrit au numérateur la loi de Coulomb, au dénominateur la loi de Newton, on simplifie par R atome carré, et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement cette donnée est inutile, c'est bien, mais ça ne sert pas. Et en simplifiant, on trouve donc ceci. L'application numérique donne 2,3 10 puissance 39, ce qui est évidemment énorme, et le physicien il a l'habitude de dire que c'est comme si c'était l'infini. Évidemment, le mathématicien, lui, il va vous dire que c'est pas l'infini, et il a raison. Mais en physique, on considère que ceci, n'étant pas mesurable, c'est comme si c'était l'infini. La force électromagnétique est infiniment plus grande que la force gravitationnelle. Dans l'atome, c'est comme si la force gravitationnelle n'existait pas. Et bien voilà, la première partie de la leçon est déjà terminée. Nous avons vu deux interactions fondamentales. Dans la deuxième partie, nous voyons les deux autres interactions. À tout de suite.